Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui va parler ce matin de l'arrêté valeur absolue 2. Je suis Sylvie Méran-Ifra, directrice marketing et impact de chez Sobre Énergie. Nous allons commencer le webinaire dans 2 minutes, le temps que les derniers inscrits se connectent. Nous sommes très nombreux ce matin. Nous avons franchi la barre des 220. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous effectif et merci pour ceux qui sont à l'heure d'être à l'heure. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 minutes, 2 petites minutes. Bonjour à tous. Nous allons commencer le webinaire dans une petite minute. Le temps pour les derniers inscrits de se connecter au webinaire. Eh bien, rebonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de ce matin qui va parler de l'arrêté valeur absolue 2 et quelques questions que vous nous avez posées ces 6 derniers mois et qui reviennent, sont revenues souvent, et donc c'est pour cela que nous les avons notées. Et puis l'objectif, c'est de pouvoir balayer ce décret, cet arrêté, pardon, en 45 minutes pour pouvoir ensuite vous laisser poser vos questions. Avec moi, Nathalie sera le modérateur de cette session. Vous pourrez lui poser vos questions et nous y répondrons en fin de session. Les questions sont à poser sur le petit boîtier, enfin le petit encadré questions que vous avez normalement sur le coin de votre écran. Et pour ma part, écoutez, on va parler de valeur absolue. Le but étant effectivement de s'arrêter sur les 5-6 grandes notions que l'arrêté évoque et précise, car cet arrêté va insister beaucoup sur les définitions, des reprécisions de choses déjà plus ou moins connues. Bon, à part les valeurs absolues qu'on attendait, mais bon, on va attendre encore un petit peu pour certaines valeurs absolues d'immeubles pas encore définis. Écoutez, moi, je m'appelle Sylvie Méran-Ifra, donc je suis directrice marketing et impact de Sobre Énergie. Nous sommes une filiale de la Banque des Territoires et du groupe La Poste
pour aider les collectivités locales et les entreprises à réduire leurs empreintes énergétiques, leur empreinte carbone et leur consommation énergétique. Parmi vous, vous êtes 60% collectif, 40% d'entreprises. Donc, quelques clients à l'écran. Et puis, parmi notre ADN, enfin pour notre ADN, en fait, nous voulons combiner bâtiment, data et les hommes, puisque c'est à cette condition que nous accélérons la transition énergétique tous ensemble. Très rapidement, nous le faisons en associant 4 groupes de compétences, les data analystes qui vont étudier les mesures qui vont mesurer les consommations émises par les bâtiments et déterminer, en déterminer la fiabilité. Les energy managers qui vont ensuite, à partir de ces données, préconiser des actions de performance énergétique et des scénarios dynamiques et déterminer des scénarios et des bouquets d'actions. Ces mêmes energy managers vont suivre les actions qu'ils vont mettre en place et leurs impacts et proposer aux gestionnaires des dashboards pour mesurer en temps réel ces impacts. Et de façon transverse, parce qu'une plateforme des audits commence le travail mais ne l'achève pas complètement, les équipes sont là aussi pour être des grands moteurs de la transition énergétique et nos engagements managers vont engager les équipes techniques comme les collaborateurs, car comme vous le savez, le décret tertiaire, c'est sur 30 ans et donc il faut rester mobilisé tous les 10 ans, enfin 10 ans par 10 ans. Au centre de notre service, de nos services, une plateforme digitale qui va justement mesurer, identifier et piloter les consommations énergétiques des bâtiments et va finalement permettre de suivre les différentes évolutions, tracer les trajectoires nécessaires à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Alors, au sommaire, nous avons, il y a plusieurs articles, comme vous le savez, sur l'arrêté. Nous avons choisi de ne pas suivre le déroulé article par article, parce que c'était un peu long, et puis ça ne sert à rien, vous l'avez sous les yeux nécessairement. On a voulu vraiment faire des focus sur les grandes lignes et ce qui nous paraissait le plus émergent, refaire un travail sur les modulations et la mutualisation qui occupe une grande partie de cet arrêté, et puis nous insister sur quelques questions structurantes autour de cet arrêté et du décret en général. Alors, je vais vraiment faire très rapidement parce que je pense que la majorité d'entre vous connaît déjà ce slide chez nous, chez les concurrents, dans la presse, sur qu'est-ce que le dispositif éco-énergie tertiaire. Vous le savez, c'est dérivé de la loi Elan. Il y avait cette problématique de la mobilité et cette problématique immobilière. Un arrêté méthode qui est venu justement définir les grands principes et puis plusieurs arrêtés valeurs absolues. Nous sommes au deuxième. Des objectifs sur 30 ans qui sont soit en valeur relative par rapport à une année de référence, vous le savez, entre 2010 et 2019, ou en valeur absolue par rapport à une consommation cible par mètre carré en fonction du type de bâtiment, de son utilisation, des conditions météo, de son altitude. Un plancher supérieur ou égal à 1000 m², mais on le sait tous, il est fort probable que le plancher diminuera dans 10 ans. On parle de 250 m² pour être en cohérence avec les directives européennes. Preneurs à bail et propriétaires sont également concernés par le décret tertiaire. C'est une notion, au début, les locataires ne se sentaient pas trop investis, mais force est de constater qu'ils font partie du dispositif et bien partie du dispositif, comme on le verra. Et puis, l'importance de la mise en place d'un programme d'action et de la déclaration sur la plateforme Opérate. Ceux qui sont concernés, ça vous le savez, Opérate, ses grands rôles qui sont le suivi des obligations du décret, l'atteinte des objectifs réglementaires,
les objectifs et diffuser les données collectées, puisque une des grandes fonctions d'Opérate va être aussi, au-delà du contrôle des objectifs atteints, de constituer un très grand benchmark sur l'ensemble des surfaces tertiaires en France. Et on va pouvoir à un moment comparer la performance de sa surface tertiaire par rapport à une performance moyenne. Et ça, je pense que c'est assez intéressant pour ensuite régler ses consommations et ses actions sur le long terme, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes vraiment très, très concentrés sur cette fameuse déclaration Opérate jusqu'au 30 septembre. Sachez que dès aujourd'hui, vous pouvez le faire. Donc, on est très concentré sur cette déclaration, mais il s'agit de tenir et sur 10 ans, puisque comme vous le savez, les valeurs absolues, et c'est ce dont on va parler dans cette présentation, les valeurs absolues qui sont déjà déterminées et celles qu'on attend sont pour 2030 et pas pour 2040 ni pour 2050, étant donné, et c'est spécifié dans plusieurs textes, que bien en 2040, on ne connaîtra pas les conditions climatiques et encore moins en 2050, et que les performances des équipements seront nécessairement différentes, et peut-être le modèle économique du tertiaire également. Donc, sachez que toutes les valeurs absolues déterminées aujourd'hui le sont pour 2030, entre guillemets seulement. Donc, déjà disponible sur Opérate, nous vous avons fait une petite frise sur ce que vous pouvez déjà remplir comme déclaration. Donc, le 30 septembre étant effectivement une date butoir, sachant qu'effectivement, vous pouvez déjà saisir vos consommations annuelles, votre déclaration du patrimoine, vos consommations GRD. En juillet, un paramètre contrôle pour les agents d'État sera opérationnel. 30 septembre, la date butoir, et le janvier 2023, la connectivité avec toutes les plateformes et outils de mesure énergétique qui se mettra en contact, qui pourra être téléversé dans Opérate. Donc, rappel des échéances, 30 septembre 2022, donc première échéance de déclaration telle qu'on l'avait dit. Fin 2024, il y aura une analyse détaillée des données 2020-2023. C'est pour cela qu'on est en mesure de dire que les attestations annuelles telles qu'on va les voir et telles qu'elles sont présentées ne seront pas disponibles avant 2023, voire 2024. Les exemples que nous donne le ministère aujourd'hui en images font mention de 2025. Donc, c'est peut-être pour les objectifs de 2025 pour la fin 2024. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas encore la possibilité d'avoir des attestations annuelles. On les aura à partir de 2023 vraisemblablement ou 2024. La déclaration des modulations des objectifs prévus au départ en 2026 est aujourd'hui attendue pour septembre 2027. Et puis, comme vous le savez, les objectifs de la première période 2030 avec les premiers contrôles en 2031. On a tenu à préciser les grands leviers d'action, parce que finalement, tous les arrêtés et l'esprit du décret tertiaire est pour en fait agir sur la performance des bâtiments, l'installation d'équipements performants, les modalités d'exploitation, l'adaptation des locaux et le comportement des occupants. Ce sont ces 5 leviers sur lesquels il va falloir travailler de façon continue et performante pendant ces 30 ans. Alors, les grandes lignes de l'arrêté. Aujourd'hui, nous sommes on va dire, au numéro 2. Nous avions un arrêté 1 en janvier 2021 qui fixait les valeurs absolues pour les catégories de bureaux, services publics, enseignement et logistique qui constituaient à peu près 50% des surfaces tertiaires. Bon, on avait déjà 50%. Aujourd'hui, on va le voir, on a complété ces listes de catégories en valeur absolue. Elles sont très, très, très loin d'être exhaustives. On attend des grands types de surfaces comme la santé, la restauration. Alors, il y a des blanchisseries, mais bon, il y a vraiment, on va le voir, encore des
comment dire, des surfaces, de types de locaux qu'on attend encore. Donc aujourd'hui, les grandes modifications substantielles qu'on voit pour cet arrêté valeur absolue 2 sont les nouveaux objectifs en valeur absolue tels qu'on va les voir, la définition de l'entité fonctionnelle. Qu'en est-il des bâtiments neufs, notamment sur l'année de référence et la multi-occupation, les ajustements climatiques dont on va voir les calculs, mais qui sont de toute façon calculés automatiquement par Opérate. Dans l'arrêté, vous avez la formule de calcul, mais c'est une formule automatique. Donc les assujettis ne sont pas amenés à rentrer en fait la formule. Les précisions sur des dossiers techniques, la mutualisation des résultats, enfin l'évaluation des résultats sur l'ensemble du parc et la possibilité de les mutualiser, les changements de sources énergétiques, quelles conditions, et des mesures particulières, notamment sur l'absence de notation éco-énergie tertiaire pour l'instant. Les autres modifications qui sont assez intéressantes aussi, notamment sur l'année de référence, le cas des combustibles stockés, puisque ils ne font pas partie d'un flux comme l'électricité, mais ça vous le savez. Les sources énergétiques non recensées, la précision rédactionnelle dans les tables de données, la liste des stations météo de référence réactualisée, sont en fait les autres modifications. Donc vous avez là dans la slide les grands points de l'arrêté. Et puis nous attendons pour le second semestre 2022. Certains disent la fin de l'été, d'autres disent septembre. Enfin, on a grand espoir que ça soit quand même avant le 30 septembre, c'est-à-dire la date butoir des déclarations, avec effectivement plus de données sur les valeurs absolues en métropole et tous les éléments pour les bâtiments d'outre-mer. Donc, pour revenir sur ce plan, déterminé des grands points du décret, l'entité fonctionnelle alors elle avait déjà été définie, là elle est définie et redéfinie puisqu'elle apparaît dans votre elle est au centre de la déclaration, elle est au centre de la logique d'Opérate. Vous voyez quelquefois l'acronyme EFA, qui est l'entité fonctionnelle assujettie. Cela correspond à la définition de l'établissement selon l'INSEE. C'est une unité de production ou d'activité géographiquement individualisée. L'arrêté a voulu vraiment insister sur cette entité fonctionnelle comme élément central de la déclaration Opérate et insister sur sa cohérence géographique. Donc, ça permet de mieux cerner ce qu'est une entité fonctionnelle, puisqu'on n'en avait pas trop parlé, on avait beaucoup parlé d'unité foncière, on avait parlé de bâtiments, on avait parlé de sites, mais là on parle vraiment d'entité fonctionnelle et c'est le premier article à l'ouverture de l'arrêté. Ça insiste sur la notion d'unité géographique et ça permet aussi de comparer les assujettis entre eux par catégorie d'activité, puisque par bâtiment, ça a moins de sens, enfin c'est impossible en fait, que par entité fonctionnelle. Au niveau de cette entité fonctionnelle assujettie, sont effectuées donc la déclaration de consommation de référence, la détermination des deux objectifs par la plateforme Opéra, sachant que de façon automatique, vous aurez la CAPS et la CRELAT dans votre attestation et dans vos déclarations, l'établissement de l'attestation annuelle et la notation éco-énergie tertiaire. Mais si vous avez fait un petit tour déjà sur la plateforme Opérate, vous avez pu constater les différentes EFA avec leurs caractéristiques à remplir. Donc, ça, c'est un résumé de ce que je viens de dire auparavant, sachant que effectivement, vous aurez les slides à la fin du webinaire. On a voulu vous faire quelques définitions pour travailler les éléments référentiels, sachant que voilà, l'entité fonctionnelle n'est pas la même chose que l'entité d'exploitation, qui n'est pas la même chose qu'un bâtiment puisqu'il peut rassembler plusieurs entités fonctionnelles, et l'unité foncière rassemble plusieurs bâtiments contigus. Alors, l'année de référence pour les bâtiments neufs. C'est un article sur lequel insiste cette nouvelle arrêté. L'année de référence, par définition, c'est la première année pleine et entière d'exploitation, dont les consommations sont remontées sur la plateforme de suivi. Donc cette première année pleine et entière, eh bien, on va pouvoir la déterminer de manière la plus précise possible, puisqu'effectivement, il faut attendre que le bâtiment fonctionne, soit en service pour vraiment avoir une vision
réel des consommations et du comportement du bâtiment. Il y a donc un temps de rodage prévu qui peut aller jusqu'à 3 ans après la date de réception du bâtiment. Souvent, on nous pose la question, ben voilà, mon bâtiment est livré en août, est-ce que je peux faire en sorte que, enfin, en août, on va dire 2021, puis-je faire en sorte que mon année de référence soit de 2021, août 2021 à août 2022. Bien sûr, ça peut être en année glissante, mais vous pouvez aussi choisir une année calendaire, je ne sais pas, de janvier 2022 à décembre 2022, si vous identifiez le fait que les consommations et le comportement du bâtiment sont le plus juste, enfin sont le plus proche du réel. C'est, comme le dit la slide, afin de déduire les surconsommations énergétiques liées à la surcharge hygrométrique du neuf, puisqu'effectivement, l'immeuble, comme vous le savez, vous êtes tous gestionnaires immobiliers, met un peu de temps avant de se caler à sa bonne consommation énergétique. Autre élément, on en a parlé sur l'année de référence toujours, mais au niveau des combustibles stockés, vous le savez, vous achetez tous peut-être, ou certains d'entre vous, des combustibles que vous allez stocker, mais vous ne les achetez pas quand votre cuve est vide, hein, vous l'achetez au fur et à mesure des régulations du prix sur le marché, d'autant plus en ce moment. Et effectivement, quand vous avez des combustibles stockés, ils échappent au flux du réseau. Donc, l'arrêté propose 3 méthodes pour déterminer une année de consommation. Du comptage, des relevés de livraison qui sont comme des relevés d'index de livraison, et puis un lisage des volumes de livraison sur une période de 4 ans max, en maximum, c'est-à-dire que vous allez prendre la moyenne de consommation sur les 4 ans. Autre élément, et nous estimons chez Sobre assez important dans l'arrêté, c'est la définition et la prise en compte de la surface de consommation énergétique. En effet, c'est la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte. Alors, ça n'amène pas nécessairement à l'assujettissement. Il y a par exemple, un exemple assez concret qu'on cite souvent, quand vous avez un bâtiment de bureau qui fait 700 mètres carrés et un parc de stationnement de 300 mètres carrés, ces 300 mètres carrés de parking ne vont pas faire en sorte que l'ensemble soit assujetti. En revanche, si vous avez 1000 mètres carrés de bureaux, donc la surface étant déjà assujettie, les 300 mètres carrés de parking vont compter comme surface de consommation énergétique et vous allez déclarer la consommation, bien sûr, des 1000 mètres carrés de votre bureau ainsi que celle des parkings. Et puis, cette surface de consommation énergétique amène la dimension des surfaces des parties communes. Alors, cela, comme on le verra, ne s'applique pas aux centres commerciaux, mais dans les cas de multi-occupation, vous avez ces surfaces communes, enfin ces parties communes sont réparties dans chaque entité fonctionnelle. Donc, ça va alourdir la consommation énergétique de chaque entité fonctionnelle entre les différents assujettis. En général, ce sont des preneurs à bail, selon les clés de répartition de consommation. Donc, chaque preneur à bail va remplir dans les consommations énergétiques de son EFA et ensuite on me dit que le son n'est pas bon. Je vais parler plus fort. J'espère que ça réglera cette problématique de son. Donc, je disais en effet, les surfaces des parties communes vont alourdir les consommations énergétiques de chaque entité fonctionnelle, puisque le preneur à bail, quand il remplira sa déclaration, la déclaration de ses consommations énergétiques va en plus ajouter celle des parties communes selon les clés de répartition qu'il aura établies avec son propriétaire. Donc, sauf pour les centres commerciaux
puisque les espaces communs dans les centres commerciaux font l'objet d'une EFA à part entière, gérée par le propriétaire du centre commercial. Donc, le cadre de ces espaces communs est un ajout de cet arrêté et comme je le disais, cette modification va alourdir les consommations énergétiques des entités fonctionnelles, mais il faudra bien les prendre en compte lors de vos déclarations sur Opérate. Donc, toutes les consommations énergétiques, comme on l'a dit, d'un bâtiment sont prises en compte. Quelles sont-elles? Donc, pour les exploitants, les preneurs à bail sont les consommations individuelles de l'entité fonctionnelle, les consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle, et puis les consommations des espaces communs. Le propriétaire prendra, quant à lui, la charge de la consommation des espaces annexes, s'il y en a. Les espaces annexes, vous le savez sans doute, dans un bâtiment loué, vous avez des amphithéâtres qui échappent qui ne font pas partie des différents espaces loués. C'est le propriétaire qui l'exploite ou un exploitant, et à ce titre-là, c'est un espace annexe qu'il devra déclarer en tant qu'espace annexe. Donc, un des grands éléments de solitude de ce arrêté valeur absolue, ça a été les calculs d'ajustement en fonction des variations climatiques. En effet, dans l'arrêté, il y avait une ancienne formule qui a été remplacée par une nouvelle formule qui est de toute façon un calcul inhérent, un calcul interne à Opérate. Donc, l'esprit de ces ajustements, c'est qu'il y a vraiment des ajustements au plus juste, au plus près, en fonction des variations climatiques, notamment pour les consommations énergétiques de chaud et de froid. Bien sûr, la situation géographique de l'entité fonctionnelle est mieux prise en compte grâce à ces ajustements. Elle est valable bien pour toutes les surfaces, sachant qu'effectivement, on a quand même dans ces ajustements de chaud et de froid des spécificités pour les froids commerciaux, la logistique de froid, les conservations de documents. Donc tout est vraiment précisé dans l'arrêté. Et on ajoutera peut-être l'esprit de l'ajustement climatique, puisqu'il serait fort à parier que nous ayons quelques troubles climatiques dans les 10 ans, voire les 20 ans à venir. Bon, comme je vous l'ai dit en introduction, toute valeur absolue et calcul d'ajustement sont bons jusqu'à 2030 et seront changés pour les dizaines à venir. Et puis bon, les calculs ne sont pas à la charge des assujettis, mais internes à Opéra. Donc, ces valeurs sont vraiment spécifiques à la zone climatique et la classe d'attitude dans laquelle l'EFA se situe. Donc finalement, cet arrêté vient vraiment préciser les choses et va jusqu'à définir de manière la plus proche du réel, la plus proche du terrain de l'entité fonctionnelle. Alors, le changement des sources énergétiques, ça fait partie de l'arrêté valeur absolue, c'est l'article 16, mais il était déjà présent dans l'arrêté méthode il y a 2 ans. Ce changement de mix énergétique de la structure ne peut plus se faire au profit d'une source plus carbonée ou non renouvelable. En effet, il est vraiment spécifié que à volume d'activité constant, le changement de type énergétique ne doit pas entraîner d'augmentation de gaz à effet de serre et ne doit pas augmenter le recours aux énergies non renouvelables. Bon, c'est assez logique, ça fait vraiment, c'est complètement cohérent avec l'esprit du décret tertiaire, mais l'objectif de cet arrêté valeur absolue 2, c'est vraiment de bien repréciser les choses, voire d'insister, voire d'ouvrir quelques portes ouvertes. Mais en fait, l'esprit est bien de re-insister sur les éléments importants et saillants de la stratégie nationale bas carbone dans lequel ce décret tertiaire est inscrit. Alors, nous avons listé les catégories et les sous-catégories aujourd'hui présentes dans les valeurs absolues, donc valeur absolue 1 et valeur absolue 2. Les catégories non encore sorties, la liste n'est pas exhaustive, on a essayé d'être le plus, mais on sait qu'il y a encore des espaces non
définis. Donc, les établissements de nuit et loisirs, les hébergements, les centres sportifs, colonies de vacances, commerces, centres commerciaux, hôtellerie, imprimerie, justice, tribunaux pénitentiaires, santé, hôpitaux ne sont pas encore définis. Une fois qu'on a passé ces grands éléments de valeur de l'arrêté, on va s'arrêter, pardon, c'est le cas de le dire, on va préciser deux grands points que sont la modulation des objectifs et donc les dossiers techniques et la mutualisation des résultats suite à l'évaluation globale des résultats des performances du parc. Alors, en préambule, l'arrêté définit bien la différence entre une modulation et un ajustement. Ça tombe bien, ce sont deux éléments importants de cet arrêté. On l'a vu sur l'ajustement climatique tout à l'heure, puisqu'il va désigner ces fameuses corrections en fonction de l'influence des conditions climatiques. Les assujettis n'ont aucune maîtrise de ces facteurs. La modulation va permettre aux assujettis, est-ce qu'ils sont assagis? Je ne sais pas, c'est pour ça que ma langue fourche tout le temps, mais est-ce que ces assujettis vont pouvoir adapter leurs objectifs en fonction des critères dont ils ont la maîtrise? Donc effectivement, ces deux termes qui, dans le langage courant, pourraient être similaires, sont dans le contexte du décret spécifique. Donc, la nature des modulations. Donc, chaque modulation est propre, enfin, les modulations sont propres à chaque entité fonctionnelle assujettie. Donc, il est possible de moduler les objectifs si de plusieurs bâtiments en même temps, puisqu'on pourrait le faire au niveau du bâtiment, mais au niveau d'un parc. Si les caractéristiques bâtimentaires sont similaires, donc c'est un groupe, en fait, un groupe de bâtiments, si les usages sont similaires et s'il y a une pertinence, si on peut établir un échantillon, on peut moduler en fait l'ensemble de ces bâtiments. Donc on peut moduler effectivement au niveau de chaque entité fonctionnelle, au niveau des bâtiments, au niveau d'un groupe de bâtiments. Ces modulations des objectifs se font dans la déclaration en fonction de l'évolution du volume d'activité au niveau spatial, au niveau temporel. Donc, s'il y a une augmentation des temps d'utilisation, c'est des indicateurs d'intensité d'usage. Et puis au niveau des objectifs dans le dossier technique. Donc on a voulu mettre sur une même slide l'ensemble des possibilités de modulation. Donc la première qui est une modulation, on va dire, normale entre guillemets par rapport à la réalité d'un bâtiment et de son activité et de sa vie et de sa vie quotidienne. Et puis une autre en fonction de la nature du bâtiment également, mais par rapport aux objectifs déterminés. Est-ce qu'on sera capable d'atteindre les objectifs définis par Opérate? Donc, il y a des contraintes techniques et architecturales. On se dit, finalement, vu ces contraintes-là, nous sommes dans un bâtiment classé, nous sommes dans un bâtiment trop complexe, nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs. Eh bien, on va pouvoir, avec un avis circonstancié d'un architecte, on va justifier que certains travaux de rénovation énergétique ne peuvent pas être mis en place. De la même manière, le coût de ces travaux sont disproportionnés. Alors, les arrêtés, mais déjà dans l'arrêté méthode, c'était précisé, les coûts de travaux disproportionnés sont par rapport à un ROI ou un TRI brut qui serait vraiment trop coûteux par rapport aux gains énergétiques espérés. Donc, si le ROI dépasse 30 ans pour la rénovation de l'enveloppe, s'il dépasse 15 ans pour les équipements énergétiques et 6 ans pour l'optimisation des systèmes, alors là, en fournissant des preuves tangibles comme des devis, comme des audits, comme des calculs, eh bien, nous pourrons vous pourrez constituer votre dossier, vous pourrez remplir ces modulations et constituer le dossier technique. Sachant que le dossier technique n'est pas obligatoire. C'est vraiment spécifié de manière, ça n'est pas obligatoire.
On le conseille cependant puisqu'il va servir en fait, s'il y a contrôle, de justificatif de la non-atteinte des objectifs et éviter des name and shame, par exemple, qui font partie des sanctions les plus lourdes, puisqu'il est, comme vous le savez, établi que si vous n'atteignez pas les objectifs, malgré des mises en demeure, je crois que c'est une mise en demeure, eh bien, vous faites partie d'une liste établie par le ministère et qui sera publique. Voilà. Mais bon, comme vous êtes volontaires, tous présents à ce webinaire aujourd'hui, je pense que ça ne vous concerne absolument pas. J'ai un petit problème. Ah, super. Donc, une des grandes informations de cet arrêté sur la modulation des objectifs, c'est qu'en effet, l'objectif modulé, exprimé en valeur absolue, donc CAPS modulé, ne peut pas être supérieur à la consommation énergétique de référence. En effet, ça veut dire qu'effectivement, quel que soit finalement, vous avez quand même une consommation énergétique de référence déterminée par rapport à une année de référence. Eh bien, cette année de référence est censée être la plus énergivore de votre parc. Donc, vous pourrez faire des travaux ou des actions de réduction de consommation énergétique, qui visent à cette réduction-là, mais en aucun cas, malgré toutes les modulations, elle ne pourra être supérieure à l'année de référence que vous aurez définie. C'est assez logique, mais voilà, je le répète, comme le veut l'esprit de cet arrêté valeur absolue 2, on redéfinit bien pour être bien sûr que tout le monde a bien compris la logique du décret tertiaire. Après, on se pose la question, à force d'être trop précis, est-ce qu'on en perd un peu de clarté? Ça, c'est un autre débat. Donc, le dossier technique, on vous l'a mis sur la slide, contient les études énergétiques liées à l'année de référence, la préconisation et les gains énergétiques possibles par rapport à ces études énergétiques, les méthodes de calcul thermique pour évaluer au niveau de chaque entité l'impact des actions, les programmes d'action, les notes justificatives pour les modulations et les preuves tangibles que ces modulations sont nécessaires à réaliser, et les notes de calcul pour les ROI disproportionnés. Ces dossiers techniques. Alors, une nouveauté de l'arrêté, c'est qu'il y a aujourd'hui le recours possible à plusieurs prestataires externes. C'est vrai que dans l'arrêté méthode, quand on parlait du dossier technique, on parlait d'un prestataire externe ou un prestataire interne pourvu qu'il ait les qualifications nécessaires en termes de certification RGE. Aujourd'hui, on parle plus de plusieurs prestataires. Là encore, l'arrêté a voulu être extrêmement précis en disant mais vous pouvez utiliser plusieurs prestataires pour ce dossier technique et pas seulement un seul, interne ou externe. Les dossiers à réaliser à chaque échéance. Alors, au début, on parlait de 2026, c'est pour ça que sur la slide, il est encore 2026, mais récemment, sur les sites du ministère, on a vu septembre 2027, donc on est plutôt sur septembre 2027. On va pouvoir réaliser les modulations jusqu'à cette date-là, avec des temps de retour, ça, on en a déjà parlé. Un petit plaisir personnel qui n'appartient pas à l'arrêté, mais que nous avons trouvé quand nous avons relu les Q&A, la différence entre programme d'action et plan d'action. En effet, dans le contexte du décret tertiaire, ces termes-là ne sont pas neutres, puisque le programme d'action est réglementaire, il est fourni dans la déclaration de modulation des objectifs, donc dans votre fameux dossier technique, et il va être nécessaire même dans le non-respect de l'atteinte des objectifs, puisqu'il va falloir quand même faire un programme d'action, même si vous n'atteignez pas l'objectif. Le plan d'action est plus informatif, puisqu'il va concerner la répartition du qui fait quoi entre propriétaires et exploitants. Donc, sachez que dans le cadre du décret tertiaire, et si vous adressez vos requêtes au ministère dans le cadre du décret tertiaire, puisque le ministère, pour cette année 2022, compte sur vos retours
de dysfonctionnement ou de bon fonctionnement. Je pense que les deux sont bons à prendre pour pouvoir faire évoluer la plateforme Opérate. En effet, 2022 est considéré comme l'année de rodage, aussi bien, je pense, pour nous tous que pour le ministère. Donc, c'est une année qui va être lourde, qui est un peu la plus lourde, puisqu'on va rentrer toutes les éléments patrimoniaux pour avoir l'identifiant unique bâtimentaire. Et les années suivantes vont être, entre guillemets, limitées aux déclarations des consommations des surfaces, des consommations énergétiques des surfaces. Donc, cette année 2022 est l'année de toutes les possibles, avec le droit à l'erreur, mais aussi le droit à remonter vos réactions et vos suggestions d'amélioration. Ça nous a été répété par le ministère, ça sera précieux pour eux. Donc, après la modulation, la mutualisation, donc de façon plus précise, comment nous allons évaluer les résultats à l'échelle d'un parc, bon, à l'échelle, vous avez compris, d'une entité, d'un ensemble de bâtiments et d'un parc, puisque cette mutualisation-là va pouvoir se faire à différents niveaux du patrimoine. Donc, là encore, l'arrêté a voulu être très précis sur les définitions entre mutualisation, agrégation et consolidation, qui, en effet, ne sont pas synonymes, pourraient l'être dans la vie de tous les jours, mais qui, dans le cadre du décret, le sont moins. Donc, la mutualisation, c'est l'évaluation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine, permettant la mutualisation des résultats. Donc, on va pouvoir, dans une logique de vase communicant, transférer le surplus d'économie, c'est marrant de dire surplus d'économie, mais de transférer ce surplus d'économie, en fait, ce dépassement de résultats, de dépassement d'objectifs à une autre entité qui serait plutôt en retard. L'agrégation, c'est quand on va en fait agréger les résultats de plusieurs entités fonctionnelles dans un bâtiment multi-occupation pour avoir une note moyenne à l'échelle du bâtiment. Vous connaissez la note éco-énergie tertiaire, c'est vraiment de celle-là qu'il s'agit, les fameuses feuilles. Vous allez avoir, chaque entité va avoir une notation et ensuite le bâtiment va être l'agrégation de l'ensemble de ces notes. Et puis la consolidation des résultats à l'échelle du parc dans le cadre de la constitution d'un groupe de structures immobilières pour qu'on puisse bénéficier d'une mutualisation, c'est-à-dire que les entités entre elles peuvent être de différents preneurs à bail, par exemple, vont être d'accord pour se consolider et pouvoir constituer un périmètre à mutualiser. Donc, le principe, compenser les moins bons résultats de certaines entités fonctionnelles par les résultats des autres entités fonctionnelles qui ont atteint ou, voire, enfin plus qu'atteint, ont dépassé, parce que c'est avec ce dépassement qu'on va compenser le moins bon. Et puis, évaluer l'atteinte d'un des deux objectifs en valeur relative ou en valeur absolue, sachant que le premier objectif atteint, c'est celui qui a gagné. C'est-à-dire que vous avez de façon automatique les deux objectifs établis par Opérate et le premier que vous avez atteint remplit en fait les objectifs, vos objectifs de décret tertiaire. Donc, il est possible de mutualiser les résultats à plusieurs échelles, à l'échelle de bâtiments implantés sur différents sites appartenant au même acteur. Quand même, il y a quand même une cohérence de périmètre. De mutualiser des résultats avec des entités fonctionnelles avec des années de référence différentes. Et donc, on va pouvoir jouer. Et puis, par contre, il est interdit de réaffecter plusieurs fois la même entité. Bien sûr, il y a l'entité championne qu'on va pouvoir réaffecter à plusieurs autres entités. Non, une entité championne sert une fois pour une entité moins championne. Mais ça, bon, c'est toujours la même chose, c'est évident. Mais encore, cet arrêté, ça va mieux en le disant. Je pense que c'est un des résumés de cet arrêté.
Donc, Opérate, sur cette mutualisation, va procéder à la vérification de l'atteinte des objectifs pour chaque entité avec ce capital consommation supplémentaire. Ça sera calculé automatiquement par la plateforme. Cette plateforme, notre plateforme chérie Opérate, présente une requête automatique de répartition du potentiel qu'elle va réaffecter. Et puis, donc, soit vous décidez que c'est automatique et c'est bien comme ça, soit l'assujetti peut modifier ses clés de répartition en fonction des choix de gestion, en fonction du périmètre qu'il a décidé, en fonction de ses objectifs de manière beaucoup plus globale. Je vous ai mis donc l'attestation numérique tel qu'il a été mis en annexe 7 de l'arrêté méthode. Et j'ai vu qu'il y avait 2025. Alors, j'espère que la première attestation sera un peu antérieure. On sait qu'elle ne sera pas présente pour 2022. On l'attend pour 2023. Mais est-ce que d'avoir mis en ligne des feuilles d'attestation type avec l'année 2025, est-ce que ça veut dire quelque chose? C'est une question que je laisse ouverte. Donc, comme je dis, les deux objectifs sont automatiquement calculés. Vous le voyez à l'écran. Vous avez donc les crélates 2030, 40 et 50. Et puis, vous avez la CAPS 2030, sachant qu'effectivement, aucune CAPS n'est postérieure à 2030. Comme je l'ai dit en début de webinaire, les différentes valeurs absolues seront précisées pour la période 2040, compte tenu qu'en 10 ans, on fait beaucoup de progrès en termes de climat, d'équipement et de modèle économique. Alors, il est 45. Je voulais parler un petit peu des questions que vous nous avez posées, mais je pense que vous les aurez avec les slides en fin de webinaire. Avec moi, Violaine Vidal, qui est data manager chez Sobre, va répondre à vos questions. Donc, je nous ai mis 15 minutes de questions. Nathalie. Oui. Alors, pardon, excuse-moi Sylvie. Nathalie, avons-nous quelques questions? C'est le moment question. Oui. Alors, première question. Alors, je t'écoute avec Violaine. Où trouve-t-on les valeurs cibles pour les stocks logistiques qui ne sont pas chauffés? Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme l'a dit Sylvie, toutes les valeurs cibles ne sont pas encore disponibles pour toutes les catégories d'activités. Et au niveau de la logistique, on a les valeurs pour la logistique du froid, mais on est encore en attente pour les autres types de logistique. Donc, on les trouvera dans les prochains arrêtés. Ouais. Le froid est disponible, le chaud pas encore. Logistiquement, pardon. Alors, seconde question. Est-ce que vous pourriez réexpliquer la prise en compte des surfaces non assujetties associées à une surface assujettie, Exemple du parking. Alors, quand vous avez un parking qui est rattaché à votre bâtiment, on ne considère pas la surface dans les critères d'assujettissement. Donc, si votre bâtiment en tant que tel est inférieur à 1000 m², mais qu'avec le parking, vous dépassez les 1000 m², vous n'êtes pas assujetti parce qu'on considère que la surface du bâtiment pour le seuil d'assujettissement. Par contre, à partir du moment où le bâtiment est assujetti, le parking l'est avec. Donc, si votre bâtiment est supérieur à 1000 m², vous considérez comme surface assujettie votre surface du bâtiment supérieure à 1000 m² et la surface du parking. C'est ce qui est désigné dans l'arrêté comme les surfaces de consommation énergétique. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez déclarer pour 1300 m² de consommation énergétique. D'accord. Alors, à quelle date connaîtrons-nous de façon exhaustive les activités, sous-activités opérates que les EFA devront retenir pour chacun de leurs lots? Alors, elles sont déjà disponibles. Elles sont disponibles sur la plateforme Opérate. Vous avez un onglet qui s'appelle Ressources.
Et il y a un Excel qui détaille toutes les catégories et sous-catégories qui peuvent être déclarées aujourd'hui sur la plateforme Opérat. Et il y a aussi un document PDF qui explique ce découpage et qui redonne toutes les catégories d'activités. Donc, on a déjà toutes les catégories et sous-catégories qui sont concernées par le décret tertiaire. Par contre, ce qui nous manque, ce sont les valeurs associées à ces catégories. Et dans tous les cas, on sait ce qui est assujetti, on sait ce qui est à déclarer. Ça, si vous avez un doute sur le fait que vous soyez assujetti ou non par rapport à votre activité, allez sur le site de Opérat et vous avez un Excel, je pense. C'est un Excel avec vraiment toutes les catégories et sous-catégories par code 9 définies. Non, il y a pas de code 9, mais en tout cas, il y a ce qu'il faut. Il y avait une problématique à un moment sur Opérat entre les sirènes des bâtiments et les sirettes des EFA. Il n'est pas encore réglé parce qu'effectivement, dans les collectivités, par exemple, vous avez un même sirène pour tous les EFA. Donc, d'ici, alors le ministère nous dit, dans quelques semaines, ce bug sera corrigé. Merci. Alors, question suivante, donc il y en a plusieurs. Les nouveaux bâtiments livrés après novembre 2018 doivent désormais être déclarés. Alors, pénalité. Oui, d'accord, très bien. Donc, et deuxième sous-question, pardon. Pénalité pour non-atteinte des objectifs, est-ce un forfait par déclaration, par bâtiment, indépendant du volume non atteint? Alors, c'est une pénalité, je crois bien, par entité fonctionnelle assujettie. Oui, bah oui, c'est logique. Et par personne morale. Bon, la pénalité aujourd'hui financière n'est rien, parce que 7 500 €, c'est pas énorme. La vraie pénalité, ça sera la pénalité name and shame, que le ministère compte bien et l'ADEME compte bien exploiter. Et la dévalorisation du patrimoine. Absolument, et la dévalorisation du patrimoine. Aujourd'hui, dans le logement, par exemple, vous avez des étiquettes énergétiques qui vous empêchent de louer. Il est fort probable qu'il puisse émerger une due deal énergétique dans la valorisation de vos bâtiments. En tout cas, la note énergie tertiaire est obligatoirement adjointe aux ensembles des documents nécessaires à la vente ou à l'achat immobilier. Sans parler du fait qu'elle doit figurer au bail. Également. Tout à fait. Question suivante concernant la mutualisation. Est-il alors possible de mutualiser des résultats au sein d'une même structure ou est-ce que cette mutualisation ne peut se faire qu'entre plusieurs structures? On peut tout à fait mutualiser au sein d'une même structure. En fait, la mutualisation se fait soit au sein d'une structure, soit au sein d'un groupe de structures, selon ce qui a été paramétré par les assujettis, ce qui a été choisi. Et si vous avez une même structure avec plusieurs entités fonctionnelles, c'est justement le principe de cette mutualisation, c'est de pouvoir bénéficier de gros efforts que vous avez faits sur une de vos entités fonctionnelles pour compenser d'autres entités fonctionnelles sur lesquelles vous n'avez pas encore pu intervenir. L'objectif, c'est d'avoir au moins 2 EFA. Il y a mutualisation possible quand il y a 2 entités fonctionnelles. Après, quand il y en a beaucoup, c'est évident. Il faut être au moins 2. C'est comme la danse. C'est comme la valse, parce que la danse, c'est seule. La valse. On peut danser tout seul, effectivement. Oui, c'est ça, la valse, la valse, la valse. Alors, nous avons sur le site industriel un bâtiment de stockage de nos produits finis d'environ 9000 m². Ce bâtiment entre-t-il dans le décret tertiaire? Les surfaces de bureaux sont inférieures à 1000 m². Si le stockage est déclaré, dois-je aussi ajouter la surface bureau? Alors, pour les stockages sur les sites industriels, il faut distinguer si c'est du stockage dans le cadre en attendant l'expédition et dans le cadre d'un flux tendu ou si c'est du stockage à long terme. On considère le flux tendu quand les marchandises ne restent pas stockées plus de 3 à 5 jours en max. Si vous stockez les marchandises plus de 5 jours, vous rentrez dans le cadre de la logistique à température ambiante.
et donc vous êtes assujetti. Et donc, vous serez assujetti sur cette partie logistique et la partie bureau sera également assujettie. Donc, vous aurez en surface assujettie la surface de vos bureaux plus la surface de la zone de stockage. Il faut que ça soit quand même dans la même unité foncière. Mais c'est le cas. C'était le cas? Oui. Ok. Alors, je ne sais pas l'entité fonctionnelle. Oui. Alors, question intéressante aussi. Je ne fais pas bien la différence entre l'unité foncière et l'entité fonctionnelle. Alors, l'unité foncière, c'est une considération du cadastre, hein, tout simplement. Ce sont des parcelles contiguës qui appartiennent à la même structure. Donc, si vous avez différents bâtiments, mais qui sont répartis sur différentes parcelles, mais que toutes les parcelles sont contiguës, ça compte comme une unité foncière. Après, l'entité fonctionnelle, c'est un binôme propriétaire-locataire et on distingue les fonctions des bâtiments. C'est un établissement. C'est l'échelle à laquelle on va calculer les objectifs et c'est exactement ça, ça correspond à un établissement. Donc, votre entité fonctionnelle peut contenir toute une unité foncière et donc différentes parcelles. Mais dans l'entité fonctionnelle, il y a une notion aussi de géographiquement individualisée, donc il y a aussi une notion géographique à ce niveau-là. Si vous avez différents établissements qui sont géographiquement distincts, alors on aura des entités fonctionnelles différentes. Merci pour la précision. Alors, il y a une question sur le cas d'un bâtiment supérieur à 1000 m² plus parking. Alors, je ne comprends pas bien la question. Il s'agit bien de parking couvert. Est-ce que la personne qui a posé la question peut préciser peut-être sa question? Oui. Non, je comprends la question. Donc, si le bâtiment est supérieur à 1000 m² et qu'il y a un parking qui va avec, est-ce que si le parking n'est pas couvert, on l'embarque quand même dans la surface assujettie? Ça dépend Il faut voir s'il y a des consommations qui sont affectées à ce parking. Donc, est-ce qu'il est éclairé? S'il y a des... ou justement si c'est un parking ouvert, il y a pas forcément de ventilation. À partir du moment où il y a des consommations sur cette surface, il faut considérer la surface. Ouais. D'accord. Alors, à partir de quelle date de construction considère-t-on qu'un bâtiment est neuf? Alors, dans le cadre du décret, là, on considère tous les bâtiments qui sont rentrés en service après 2018. C'est 2018. C'est pour pouvoir changer l'année de référence, c'est ça, après 3 ans. Dans tous les cas, pour la déclaration de l'année de référence qui est pour les bâtiments neufs, c'est la première année pleine d'exploitation qui est déclarée sur la plateforme Opérat. Donc en soi, ça peut être tous ceux qui ont été livrés après 2020, parce que par défaut, du coup, la première année pleine d'exploitation foncière sur la plateforme Opérat pour tous les bâtiments, c'est normalement 2020. Et donc ceux qui n'ont pas une année 2020 complète, ce sera au-delà de 2020, et donc ce sont les bâtiments neufs. Ouais. Oui. En fait, c'est la date de livraison et ensuite c'est la première année d'exploitation avec laquelle il faut compter. D'accord. Alors, dans le cas d'un propriétaire de plus de 50 entrepôts logistiques dans différentes régions en France, puis-je mutualiser mes résultats dans le cas où un de mes bâtiments aurait dépassé les objectifs de réduction de consommation énergétique à atteindre? Oui. Du coup, ça rentre dans le cadre de la mutualisation au sein d'une même structure. Parce que là, du coup, si je comprends bien, il y a différentes entités fonctionnelles réparties sur le territoire qui appartiennent à la même structure et donc il peut tout à fait mutualiser les résultats entre ces différentes entités fonctionnelles. Les propriétaires de son parc. C'est un parc, c'est immobilier.
Ok. Une question. Est-il normal de faire supporter au mandant la responsabilité de l'atteinte des objectifs quand il est seulement locataire? Au mandant, c'est ça que tu dis, c'est ça. Oui. La question, c'est Est-il les normal de faire locataires. supporter au mandant la responsabilité de l'atteinte des objectifs quand il est seulement locataire? Alors, le locataire est assujetti au même titre que le propriétaire et doit participer à l'atteinte des objectifs. Donc oui, c'est tout à fait normal dans les cadres des plans d'action à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Les propriétaires comme les locataires ont leur part d'action à mettre en œuvre. Donc ils portent leurs responsabilités à ce niveau-là. D'autant plus qu'ils sont responsables des consommations énergétiques quotidiennes liées à l'occupation du bâtiment. Ensuite, ils sont responsables de ces consommations tant qu'ils sont en pourcentage de la surface occupée et en pourcentage du temps occupé. On ne va pas prendre en charge les 10 ans ou les 30 ans s'il n'est plus… Enfin, c'est évident. Tant qu'il occupe l'espace, tant qu'il occupe sa location, il va être responsable de ses consommations énergétiques. Et donc, en tant que responsable de ces consommations-là, il va être responsable de les réduire. Et c'est pour cela qu'il faut être très clair dans la… En fait, le décret tertiaire introduit de façon importante une nouvelle organisation de la relation propriétaire-locataire. Ça, c'est certain. Il faudra être très attentif à la rédaction des baux à l'annexe environnementale qui définit en fait les actions de chacun vis-à-vis des objectifs du décret tertiaire, très attentif aux refacturations des travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Donc, nous vous proposons, pour répondre à cette question de manière spécifique, un webinaire relations propriétaires-locataires que nous faisons avec FIDAL, qui explore point par point les différents tenants et aboutissants de cette relation transformée par la trajectoire du décret tertiaire. Et là, effectivement, ça implique une nouvelle formulation, une nouvelle organisation entre propriétaires et locataires pour que ça soit au mieux, que celle-ci soit au mieux. Merci. Effectivement, j'allais le dire, n'hésitez pas à revenir vers Sylvie suite à ce webinaire et à demander, puisqu'on a pas mal de questions un peu liées à cette gestion. Mon mail. Oui. Je vais mettre mon mail, là, vous voyez défiler certaines questions. Voilà, on vous enverra le replay. Alors, comment gère-t-on les consommations liées aux bornes de recharge pour les véhicules électriques? Alors, les consommations des véhicules électriques ne sont pas des consommations bâtimentaires, mais des consommations de la flotte de transport, donc ils ne sont pas concernés par le décret tertiaire. Il faudra mettre en place un sous-comptage sur vos bornes de recharge électrique pour pouvoir les déduire de vos consommations bâtimentaires. Et lors de votre déclaration sur Opérad, vous renseignez toutes vos consommations et vous pouvez préciser vos consommations liées aux bornes de recharge et le nombre de bornes associées. Vous ne pouvez pas faire d'estimation sur vos consommations. Il faut vraiment qu'il y ait un sous-comptage qui soit en place, donc soit un relevé d'index précis, soit une instrumentation de vos bornes. Mais la mesure est obligatoire dans le cadre du décret tertiaire. En général, il y a un compteur. En général, il y a un compteur spécifique. Ouais. Très bien. On a encore de nombreuses questions. Y a-t-il bien une seule année de référence par UFA ou une année de référence par bâtiment? C'est une année de référence par UFA. Ok. Après, si vous avez différents locataires qui sont présents depuis un moment, ça peut être pertinent d'essayer de faire en sorte de s'accorder pour avoir une année de référence commune, pour pouvoir avoir une stratégie de réduction des consommations qui soit cohérente à l'échelle des bâtiments et d'avoir une gestion un peu plus simple à l'échelle du bâtiment. La philosophie du décret tertiaire, c'est bien qu'il y ait une entente entre les propriétaires et tous les locataires pour pouvoir atteindre des objectifs et c'est en aucun cas l'idée que chacun fasse ses actions dans son coin parce que ça n'a pas de sens
l'objectif, c'est de réduire les consommations du bâtiment. Mais sur le principe, il est possible d'en mettre une par EFA, selon les situations qu'il y a. D'accord. Alors, la recherche de l'année de référence a-t-elle un sens? Si le bâtiment n'a pas eu de grosses rénovations, la dernière année connue ne doit pas être si différente des autres. Si le bâtiment est neuf ou très bien rénové, il est sûrement plus simple de viser le CAB ou le CRELAT, donc pas besoin de référence. Exactement. Alors, en fait, cette année de référence, elle est utile pour les bâtiments qui ont fait l'objet de gros travaux entre 2010 et 2020. C'est intéressant d'aller chercher les consommations avant ces gros travaux pour que les travaux que vous avez déjà effectués puissent capitaliser et vous permettre d'atteindre les objectifs. Si vous n'avez rien fait entre 2010 et 2020, la consommation de 2010 doit être sensiblement la même que 2020. Donc, ça ne sert à rien de perdre des heures et des heures d'archéologie dans vos papiers. Vous pouvez vous contenter de votre année 2020 ou 2019 selon ce que vous avez sous la main. Absolument. Et les bâtiments neufs, en effet, vont plus spontanément s'orienter vers la consommation absolue parce qu'il faut espérer qu'ils soient déjà suffisamment performants pour être plus proche de la consommation absolue que des 40%. Donc, voilà, c'est intéressant pour les bâtiments qui étaient peu performants, sur lesquels vous avez déjà réalisé de gros travaux, mais que les gros travaux ne vous permettent pas encore d'atteindre la valeur absolue, mais donc ils avancent déjà dans la valeur relative. C'est sur cela où il faut se concentrer. Pour le reste, ce n'est pas la peine de perdre trop de temps. Vous pouvez vous contenter des années récentes. Ouais. Merci. Pour deux bâtiments séparés de quelques mètres, deux SCI différentes, mais même exploitants, dois-je les déclarer dans Opérat séparément ou non? Oui, parce que l'entité fonctionnelle assujettie est distincte selon le binôme propriétaire-exploitant. Donc là, si c'est le même exploitant sur les deux bâtiments, mais ce sont deux propriétaires différents, il faut les déclarer en deux fois. D'accord. Il y a une suite à la question mutualisation possible? Enfin, deux EFA, mutualisation. Okay. Mutualisation possible du coup pour l'exploitant. Oui. Encore une question sur la mutualisation. La mutualisation ne peut se faire qu'entre EFA de même typologie d'usage. Est-ce qu'on peut faire que sur les EFA de même typologie? Oui. C'est ça la question? Oui, exactement. Non. On peut faire sur toutes les EFA du parc. Il n'y a pas de contrainte sur les typologies, et les groupes d'EFA qui sont concernés par la mutualisation sont vraiment construits selon la stratégie de l'assujetti. Donc, ça peut être sur l'intégralité du parc, ça peut être par région, ça peut être par typologie s'ils trouvent ça pertinent pour une raison ou une autre, ça peut être par... Enfin, voilà, c'est vraiment l'assujetti qui choisit de faire ces groupes d'établissements. Je dirais même au contraire, là où il faut être cohérent, c'est plus pour la modulation des objectifs, où là, il faut être cohérent, enfin, il faut avoir la même typologie. Je pense peut-être qu'il y a une confusion dans l'échantillonnage qu'on fait pour moduler les objectifs. En revanche, il faut que les EFA soient très cohérentes en termes d'activité. Ok. C'est pour la modulation. D'accord. Alors, si le bâtiment change d'usage en cours d'année, quelle alternative peut-on avoir? Alors ça, ce sera à déclarer lors de la déclaration sur Opérat. Quand on déclare les activités, on déclare une date de début et une date de fin. Donc, oui, il faudra déclarer l'activité avec la date de début, la date de fin et les consommations qui sont associées à la date. Et Opérat ajuste automatiquement les objectifs en fonction de la nature de l'activité. D'accord. Alors, à toutes les personnes qui demandent si on peut envoyer les slides, les replays, la réponse est donc oui. Alors, une question. Bonjour, si j'ai emménagé en septembre 2020, quelle année dois-je déclarer? Quelle est mon année de référence? Septembre 2020, septembre 2021 ou bien une année calendaire de 2021?
Alors, c'est la première année pleine d'exploitation qui sera prise par défaut et ce sera l'année glissante dès l'entrée dans le bâtiment. D'accord. Mon entreprise est propriétaire de plusieurs agences en région. Juridiquement, c'est le siège social de l'entreprise située à Paris qui est propriétaire des agences. Dois-je donc déclarer ces agences en tant que preneur à bail? Oui, enfin, on fera la déclaration sera faite du coup avec le SIRET du propriétaire enfin, SIRET du coup de l'agence à Paris en tant que propriétaire et les SIRET des établissements en région en tant qu'exploitant. Donc l'agence à Paris sera considérée comme propriétaire d'ailleurs et les agences en région seront considérées comme preneurs à bail. D'accord. Alors, pourriez-vous m'indiquer dans quelle section trouver le doc Excel avec les catégories? Je ne le trouve pas. Alors, c'est dans l'onglet ressources de la plateforme Opérate, mais je crois que cette personne a répondu juste après pour dire qu'elle avait fini par trouver. Ah oui, effectivement. Vous avez dit que nous avons le droit de faire des erreurs en 2022. Y a-t-il possibilité de corriger, si j'ai bien compris, suite à la remarque qui sera faite par Opérate? Donc, Ah bah, en si gros, on a le droit à l'erreur, effectivement, on a le droit de corriger, en effet. alors, dans le cas d'un bâtiment, oui. Enfin, vous avez le droit de modifier dans la déclaration qui suit. Parce que les déclarations sont manuelles. Donc, vous allez faire une première déclaration, vous allez vous rendre compte que vous avez une erreur et vous allez changer de déclaration. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'attestation en 2022. Hein. Alors, pour l'instant, sur le droit à l'erreur, c'est ce qui est annoncé par le ministère, mais il n'y a rien de précis dans les textes pour l'instant. Donc, on est un peu en attente à ce niveau-là pour avoir des précisions un peu plus claires de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Cela dit, si on cale sur le droit à l'erreur des déclarations genre URSSAF, puisque le droit à l'erreur est un droit du contribuable, la correction d'une année sur l'autre est acceptable. D'accord. Pour peu qu'on la justifie. Oui. Peut-être encore, pour peu qu'on la justifie. Oui, peut-être encore 2-3 questions. Dans le cas d'un bâtiment loué à plusieurs entreprises, mais sans compteur unitaire, comment se fait la gestion du décret tertiaire? Alors, soit vous mettez en place un sous-comptage pour avoir les consommations précises de chaque locataire, sinon les consommations seront réparties au prorata des surfaces des différents locataires. Alors, on a fait un webinaire il n'y a pas longtemps avec l'AT2E, qui est, donc, comme vous le savez, l'organisation qui regroupe les acteurs des C2E. Et le délégué général a dit qu'il serait possible que les sous-compteurs soient financés par les C2E. Ce n'est pas aujourd'hui le cas. C'est une annonce, peut-être dans les 2-3 années qui viennent. Mais en tout cas, il est à l'étude un financement possible des sous-compteurs par les C2E. C'est une bonne nouvelle. Il n'y a rien de confirmé, mais c'est une annonce. On annonce cette éventualité. En tout cas, ce sera pour la 5e période, pas pour la période actuelle, qui commence en 2025. Alors, comment avoir les DGU pour le calcul de l'année de référence? Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir les DGU pour votre année de référence, parce que quand vous déclarez votre année de référence, c'est Opéra qui après ajuste en fonction des conditions climatiques. Si vous voulez quand même connaître vos DGU, ils sont disponibles sur les sites de Météo France ou d'InfoClimat. On peut vous les envoyer si vous voulez. Demandez-les nous, on vous envoie l'Excel. On les a. Sachant qu'elles sont amenées à être un peu corrigées tous les 3 ou 4 ans, non, Violaine? Il y a des... Non? Violaine me dit que non. Donc, c'est les mêmes depuis. D'accord. Alors, j'ai appris qu'Enedis a créé un mail pour demander à récupérer des exports de conso pour le décret tertiaire. Est-ce aussi le cas pour GRDF? Oui. Alors, GRDF, je crois qu'on n'a pas encore eu l'adresse, mais ils prévoient de le faire. Et Enedis, en effet, ils ont mis en place une adresse pour les contacter pour obtenir
l'historique depuis 2010, je crois bien. C'est une adresse mail qu'on pourra vous transmettre, que j'ai plus en tête. D'accord. Alors peut-être une dernière question. Pour l'année de référence, quid des lissages en fonction des caractéristiques climatiques? Et du coup, c'est ce qu'on vient de dire. Les ajustements climatiques sont réalisés automatiquement par la plateforme Opérate, que ce soit pour les déclarations de l'année de référence comme pour les déclarations des consommations annuelles. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas, effectivement, Sylvie a remis son email à l'écran, à nous mettre d'autres questions par email, puis on vous enverra le replay. Pour revenir du coup sur la question sur MEDIS et GRDF, on a un participant qui nous signale qu'ils ça y est, l'ont bien mis en place et qu'il faut contacter votre responsable de secteur. Ah oui, tout à fait. Merci. Écoutez, on a été ravis de passer cette heure et demie, enfin 7h15 ensemble pour balayer les principaux éléments de l'arrêté et de répondre à vos questions qui ont été encore une fois très riches. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres webinaires, notamment sur la relation propriétaire-locataire, sur les C2E. Nous vous enverrons dans nos remerciements les programmes des prochains webinaires. J'ai été ravie avec Violaine de parler avec vous d'idées tertiaire ce matin. Très bonne journée à vous. Profitez bien de la semaine et du week-end qui s'annonce. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.